Nous aurons comme panéliste mon ami et frère Bouba Diop, le professeur Babacar Diop Bouba. Je ne me sens pas dépaysé dans ce panel avec à ma droite, sans jeu de mots, sans allusion, Pape Toutissot et Bouba à ma gauche. Donc, le professeur Boubacar Diop, qui est, comme chacun sait, qui est très connu, professeur d'histoire ancienne et ancien syndicaliste, etc. Nous avons aussi M. Cheikh Diarra, qui est écrivain, reporter à la RTS de Saint-Louis. Nous avons M. Abderrahmane Gaïdé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui en plus d'être professeur d'université est aussi un artiste. Et Pape Toutissot, mon plus que frère Pape Toutissot, qui est donc MBA, qui est de l'EA de Saint-Louis et qui a travaillé dans beaucoup de domaines, on va dire. Alors nous allons, je suis très ému d'être là. Ce bâtiment est un bâtiment qui a à peu près l'âge de Bouba, qui a à peu près, vous êtes jumeaux. C'est un bâtiment de 70 ans. Et je me souviens qu'il y a quelques longues années, on pêchait ici, on faisait du sattel, on prenait des cotilles et ce que Douma lañ doon def fii quoi. Donc j'ai beaucoup d'émotions à cela. Moi qui suis revenu, moi je m'appelle Bachir Diop, je suis agronome, agroéconomiste et membre de IPAR, parmi les membres fondateurs de IPAR. Et je suis, après ma retraite il y a 2 ans, rentré à Saint-Louis, où j'habite actuellement. Donc, nous allons, pour ne pas perdre de temps, donner la parole aux panélistes les uns après les autres. Nous commencerons par Bouba Diop, qui va, nous donnons à chaque panéliste 10 minutes, non négociables. 10 minutes, pas une de plus. Pas une de plus. Et ensuite, il y aura 60 minutes. Excusez-moi, 15 minutes pour chaque panéliste. 15 minutes pour chaque panéliste. Et ensuite, nous aurons des questions qui seront posées. Il y aura l'intervention du discutant qui va relancer les débats, poser les problèmes, et ensuite nous allons faire une synthèse des débats. Donc sans plus tarder, Bouba Diop a la parole pour 15 minutes. D'accord. Merci. Il va nous parler des échos antiques et des restaurations modernes à Guet-Ndar, reflet d'une longue histoire. Merci Bachir. Bon, chers collègues, chers camarades, c'est avec une certaine émotion que je retrouve des collègues, des amis dans cette salle et autour de la table. Certains, c'est depuis les années 60 qu'on est ensemble, d'autres dans les années 70, d'autres dans les années 80 et d'autres dans les années 2000. Alors que ce soit à Saint-Louis, à Dakar, à Paris et dans le reste du monde. Alors, maintenant, je suis à l'aise, monsieur le modérateur. Vous pouvez me couper dès que vous sentez que j'ai atteint 15 minutes. Je suis à l'aise puisque j'ai envoyé mon texte intégral. Et puis j'ai des annexes, parce que tout ce que je dis ici, j'ai 15 annexes de fiches pour approfondir ces questions. Donc vraiment, vous pouvez me couper quand vous voulez. Baker va se débrouiller pour partager. Alors, dans le résumé de ma communication, j'ai souligné ma position particulière dans cette conférence. Je suis natif de Saint-Louis. Alors, moi, Saint-Louis, Guet-Ndar, quand on en parle, mon grand-père habitait à la pointe sud et je regardais Guet-Ndar. Et puis, ma grand-mère est de Sor, Balakos, donc, et Diamaguène. Tout le monde sait que c'est les populations de Guet-Ndar qui sont allées là-bas. Il y a depuis très longtemps que ce problème de peuplement de Guet-Ndar lié au reste de la ville est connu. Donc, quand je parle de Guet-Ndar, il y a certes ce qui est dans les livres, mais aussi ce que je vis
Tout à l'heure, quand j'ai écouté le camarade Ablaye Sen, j'ai un cousin, effectivement, sa mère s'appelle Yande Sen et de la même maison. Donc c'est un cousin. Donc Saint-Louis, on dit que tout le monde est parent parce que ça bouge, c'est une petite ville. Alors, dans le résumé, j'ai parlé de cette situation. Je suis membre du comité scientifique de la conférence et également, si je transgresse des réserves dans cette aventure intellectuelle, c'est d'une part pour partager mes réflexions, mes recherches sur l'histoire de la ville et d'autre part pour approfondir certaines pistes de recherche en affinant certaines méthodes accumulées pendant ma carrière d'enseignant-chercheur en histoire des civilisations depuis plus d'une trentaine d'années. Donc tout ce que je dis aussi, ce n'est pas vérité d'évangile, je pose des hypothèses. Alors, l'inventaire du patrimoine, l'exercice a permis de faire un focus sur le site de Saint-Louis, les aménagements, les infrastructures, l'économie, l'administration. 2, le peuplement. 3, les mythes et les légendes, les arts et les cultures. Ma démarche est une démarche par strate. Ça m'a permis de développer sur le toponyme Ndar, sur Guetu Ndar, sur les hydronymes, sur le mythe de Mamkoumba. Bang, c'est un mythe, mais je vais vous dire ce que je pense. Et sur la renaissance de la ville. Durant la même période, quand j'étais dans les années début 2000, académique directeur d'un programme qui s'appelle School for International Training, j'ai eu à diriger une recherche d'une étudiante. Elle s'appelait Emily Gossack sur le thème Carrying Saint-Louis Colonial Past into the Future. Il est intéressant et révélateur que ce regard extérieur d'une étudiante américaine, futuriste, bien que focalisée sur le patrimoine architectural, avait soulevé les places de la langue de barbarie où se trouve Gendar et aussi la question de l'UGB pour le développement présent et futur de Saint-Louis. Ce mémoire, c'était une étudiante. Alors, maintenant, en écrivant ma thèse d'État, moi j'ai fait ma thèse sur le regard croisé sur la géographie ancienne de l'Afrique. J'ai été amené à obtenir des résultats intéressants sur l'antiquité du Sénégal. Alors, je ne cherchais même pas à discuter de Gendar, mais c'est tombé comme ça. Avec une place particulière sur la région de Saint-Louis, Ndar. Enfin, dans la publication que le doyen Saliou Kandji, paix à son âme, sur Sénégal n'est pas Sunugal, l'étymologie du toponyme du Sénégal, le doyen Saliou Kandji m'avait permis de dialoguer avec lui non seulement sur le lien Sine-Ghana qui a donné le nom Sénégal, mais aussi sur les étymologies proposées pour Ndar. Ma méthodologie, c'est un plaidoyer pour le triptyque langue, géographie et chronologie. J'enseigne les civilisations, je commence toujours avec les étudiants sur la langue. Si vous ne connaissez pas la langue d'une civilisation, ce n'est pas la peine d'en parler, parce que vous ne pourrez pas dire grand-chose. Deuxième chose, c'est la géographie, et troisième chose, la chronologie. En rendant hommage à feu mon professeur de lycée, professeur Oumar Kane, qui nous a enseigné au lycée Charles de Gaulle, je disais dans les mélanges à Oumar Kane que dans l'étude des civilisations, il faut s'intéresser aux langues qui permettent un éclairage sur les conceptions du monde, les savoirs, les techniques, les toponymes et les ethnonymes, l'anthropologie physique, économique et culturelle. Deuxième chose, la géographie permet de bien situer et de localiser les regroupements humains. Et troisièmement, suivre une démarche chronologique qui permet de suivre l'évolution des défis, des repères et des réponses technologiques, institutionnelles, les différentes formes de résolution de conflits. En perdant sa langue, on perd une part essentielle de sa culture et de l'histoire. C'est le doyen Amadou Mokhtar qui l'a dit quand il a préfacé mon premier livre sur le regard d'un Africain sur l'Antiquité. Les langues comportent d'entrée. Alors, il est évident qu'il y a un lien entre Ndar, le nom wolof de la ville de Saint-Louis, et Guet Ndar, le nom du quartier des pêcheurs, situé entre la mer Atlantique et le grand bras du fleuve Sénégal. Sur ce, qu'est-ce qui a été proposé comme nom? Il y a eu plusieurs propositions. Hier, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la promenade sur le fleuve, le monsieur, le jeune là, il a parlé de Ndar, l'histoire du Ndar, le canari. Bon, mais le problème, c'est que cette étymologie, où est-ce qu'on fait du R? Ndar, on dit bien Ndar. Alors, il y a effectivement une possibilité de parler de Ndar. C'est pour beaucoup de villes d'ailleurs. Je signale que la ville de Aksum en Éthiopie, c'est également le débat sur un endroit où il y a de l'eau potable, etc. Ça, c'est possible. Mais il y a d'autres hypothèses à propos de Ndar. Saliou Kandji développait la thèse que Ndar, c'est
termes géographiques. Je ne vais pas développer. Il dit que c'est une idée de quelqu'un qui entend et qui voit la course entre le fleuve et la mer jusqu'à ce que le fleuve rentre. Ndar. Ça, c'est une autre étymologie qui est liée à la géographie. Et c'est vrai qu'un Saint-Louisien qui écoute attentivement, et moi j'ai fait l'expérience d'écouter attentivement, la nuit, vous pouvez entendre le bruit de la mer et du fleuve. Donc Ndar, pour lui, c'est lié à ça. Alors il y a d'autres étymologies à partir de l'arabe. Dar, bon, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de mythes sur Saint-Louis, cette ville mythique, décrite dans les textes sacrés, où il y a le fleuve, la mer, etc. Donc, Dar aussi, on ne peut pas l'écarter. Le rôle de l'historien, ce n'est pas de dire qui a raison. C'est d'expliquer les faisceaux qui permettent de comprendre que Ndar, moi je suis antiquisant, mais il y a dans les textes grecs et latins des Éthiopiens qu'on appelle les Éthiopiens daratites, Dar, l'oued de Dra. C'est dans des textes beaucoup plus anciens qu'on ne pense, où on parle effectivement des Éthiopiens. Le mot éthiopien, c'est les Noirs. Il y avait des Éthiopiens d'Orient et des Éthiopiens d'Occident. Et dans les textes, on en parle. Je l'ai dit à Salim Kandi, à l'époque, on a eu des discussions très chaudes. Je lui dis que, mais le nom est dans l'Antiquité. Donc, au presque 5e siècle avant notre ère. Et il ne faut donc pas penser que c'est comme ça qu'on s'est levé un beau jour. Alors, maintenant, Ndartout et tout ça, je ne vais pas développer. Maintenant, il faut faire attention. Saint-Louis et les migrations, pour comprendre le phénomène, il ne faut pas seulement penser à Gendar. Gandong, je l'ai dit dans un texte, ça signifie Gandong Lenyufi. Les gens qui habitent Gandong, les familles, que ce soit des Wad ou des Diop, ils ont dit que les Sérères étaient là avant. Gandong Lenyufi. Et c'est valable pour d'autres endroits. Et je crois que j'aurais pu développer sur ces problèmes. Maintenant, sur Guet. Guet, attention, c'est très intéressant, puisqu'il y a des agriculteurs et des éleveurs. En Wolof, Guet, c'est l'enclos, mais Guetitaï, c'est aller pêcher. Donc, il y a deux activités. Ces deux activités, peut-être, ont été concomitantes. C'est Gueti, c'est pêcher, mais Guet aussi, c'est l'enclos, c'est l'éleveur. Donc, il ne faut pas croire que c'est uniquement une affaire de pêche. Alors, les mythes, je vais être très bref, Bachir, il me reste combien de minutes? Alors, hein, ça va. Tu peux y aller, ouais. Alors, le mythe le plus important, c'est Mam Koumba Bang. Mam Koumba Bang, c'est l'hippopotame. Quand moi, j'avais émis l'hypothèse dans ma thèse, pendant 20 ans de recherche, j'ai fait le Sénégal, le Niger, beaucoup de pays africains, sur les noms d'animaux, etc. Mais Mam Koumba Bang, le nom est Poulard. Le nom est Poulard. Je pourrais le développer. C'est un verlan, parce que c'est un code secret. On ne voulait pas que les enfants comprennent. Et à Saint-Louis, tous les gens qui se noient, c'est des Alpoularen qui règlent le problème. Les noms, vous pouvez écouter. C'est des noms Sow, c'est des noms Diallo, mais Guet, Mam Koumba Bang, je sais que c'est très difficile que les gens comprennent. C'est le même nom. Le Mali, c'est l'hippopotame. Le monomotapotame en Afrique, depuis l'Égypte antique, c'est les fleuves et les mythes, c'est autour de ça. Donc, la légende la plus importante de Saint-Louis, Mam Koumba Bang, et puis tous les Saint-Louisiens le savent, ma mère l'a fait, ma grand-mère, le rite pour aller autour du fleuve, 7 jours après, les bâtonnets, tout ça, je connais. Donc, Mam Koumba Bang, il faut que les Saint-Louisiens comprennent que c'est l'hippopotame. Les hippopotames sont réapparus il y a quelques années ici. Les gens ont eu peur. Mais il y avait beaucoup d'hippopotames, il y a des siècles et des siècles. Donc, je pense que ce développement sur les mythes, sur les légendes, je ne vais pas insister, je vais aller rapidement. Après ce long parcours linguistique, je relève des faits de civilisation géographique, économique, sociopolitique. Il illustre ce qu'est une civilisation. Une civilisation, c'est une concentration humaine complexe, avec des productions alimentaires, techniques, spirituelles, artistiques. Cette complexité a dû amener des arbitrages, des lois et des règlements. Ce n'est pas par hasard que le mythe de Ndiaye Ndiaye soit situé dans la même zone, pas loin des méandres du fleuve Sénégal, pas loin de Ndialakhar, de Megen Boy, pas loin de Ndialakhar. Je signale en parenthèse, pour l'hippopotame, Lébar c'est le nom de l'hippopotame. Hein. En Wolof, on dit Léber. Les Sérères l'appellent Langbar. Les Alpoulars, ils l'appellent Ngabou. Et c'est Ngabou, vous faites le verlan, vous tournez Ngabou, ça vous donne Koumba Bang. Koumba Bang, c'est un verlan. On ne veut pas que les enfants comprennent de quoi il s'agit.
Donc, j'aurais pu développer sur l'Ebar. L'Ebar, c'est l'hippopotame. Et les familles qui sont là-bas, les Leber Boy, c'est l'hippopotame. Les Alpulaar, ils savent très bien. Alors, je le dis en parenthèse, il faut qu'on revienne même sur les noms. Sindone, pourquoi Sindone? Lodo. Lodo, c'est un nom pulaar aussi. Allez, à Podor, je disais à Malamine Savané, il faut que les Baïnounk, une des langues les plus proches du Wolof, contrairement à ce qu'on pense, il faut qu'il m'explique ce que ça signifie Sindone. Il n'y a qu'un Casamance où je trouve également le même nom, Sindone. Donc, il y a des choses qu'on doit régler et sur lesquelles il faudrait revenir. Président, je vais sur la géomorphie, la géographie, d'autres vont insister, mais je dirais tout simplement ceci. Les travaux, pour comprendre ce qui arrive à Saint-Louis, tout à l'heure j'ai écouté Ablaï, également les problèmes, mais c'est sur des millénaires, ce n'est pas sur 100 ans, c'est sur des millénaires. La conclusion du travail de Amady Bokoum, l'âge du fer au Sénégal, c'est ceci. Les évidences géomorphologiques et paléoécologiques permettent de supposer que l'occupation humaine de la vallée alluviale du fleuve Sénégal, proprement dite, était théoriquement impossible avant 1800. Il en résulte, si ces données se confirment, une datation relative de l'ensemble des sites de l'île Amorphile et des levées à une période postérieure à 2000 et 1000 before présente. L'évolution progressive du climat vers l'aridification libère les riches terres du Wallo, secteur donc de l'emprise de l'eau, les marécages s'assèchent et il va en suivre une colonisation du secteur par les populations qui vivaient déjà sur les marches. De ce fait, la péjoration climatique opère une espèce d'équilibre du point de vue de l'occupation humaine. Le déficit hydrique généralisé a plutôt des incidences positives dans la vallée alluviale. En termes clairs, ce que je veux dire, si vous allez à Guinguilach, il me reste 1 minute, si vous allez à Guinguilach, vous allez voir des coquillages. Si vous allez à Podor, la mer là, un moment, elle était très loin. Donc, ça, il faut qu'on y revienne pour comprendre. Alors, je vais conclure, parce que Bachir me dit qu'il faut conclure. L'histoire, maintenant, des moments historiques, j'aurais pu donner en conclusion ce que j'ai à dire, c'est la chose. On a avancé beaucoup d'hypothèses sur il y a eu beaucoup de tentatives de restauration, il y a énormément de défis. Maintenant, les défis, tout à l'heure, on en a parlé. Les défis, ils sont là. Saint-Louis, à mon avis, il faut régler les problèmes d'environnement. Il y a des restaurations possibles. Il y a des défis qui sont les défis que vous voyez, avec le pétrole et le gaz. Je pense qu'on est dans une situation où chacun d'entre nous peut apporter sa contribution, mais il faut bien maîtriser le patrimoine de cette ville, comprendre son passé et aussi être ouvert. Saint-Louis, je ne dirais pas comme l'autre qui a dit que Bamba, moi, Sénégal, ou l'autre jour, j'ai entendu un candidat à Dakar dire que Dakar, c'est le Sénégal, mais en tout cas, Guet-Ndar, c'est la porte d'entrée et en même temps la porte de sortie. Non seulement pour comprendre ce qu'est Saint-Louis, mais même ce qu'est le Sénégal. Parce que les Sérères, je pense même que certains des amis de Casamance, tout à l'heure, je sais que mes amis du Soninké, moi, mon grand-père, ici, ils avaient une place, ils appelaient ça Bafoulabé. Ils savaient très bien qu'ils venaient très loin. Leur place, ici, là où il y a le gouverneur, là, ils se retrouvaient, ils appelaient ça Bafoulabé. Donc, cette idée-là, il faut savoir que le fleuve est un lieu et également un véhicule qui permet de comprendre les grandes civilisations. Et si vous ajoutez la mer, vous comprenez le défi que pose Saint-Louis et le défi que cela nous pose. Donc sachez que l'histoire de Guet-Ndar, c'est l'histoire de nos parents Sérères, c'est l'histoire des Diola, etc. Et on ne peut pas comprendre l'histoire du Sénégal sans le fleuve. Ndiaye, c'est là où je termine, c'est également l'histoire du fleuve. Et c'est voilà, maintenant, ce n'est pas seulement le fleuve. À Saint-Louis, le fleuve, vous pouvez le voir au Mali, le fleuve, vous l'avez en Guinée, etc. Je vous remercie. Merci.